Donc bonsoir à tous. Donc, moi je vais vous parler de la partie un peu plus embêtante, en tout cas, ce qui est les cellules souches cancéreuses. Donc ici je vous ai représenté un phénix et vous comprendrez à la fin de mon exposé pourquoi je montre un phénix qui renaît de ses cendres lors de cette première diapo. Vous êtes là parce que vous voulez savoir des choses. Il y a une chose qu'il faut absolument savoir, c'est que le cancer, c'est pas un tabou. Il faut en parler, il faut aller se faire dépister. Il y a des mois dans l'année où on en parle un peu plus. Il y a le mois qu'on appelle le mois d'octobre, le Pink October. C'est pour le mois où on parle du cancer du sein, où il y a une promotion du dépistage, etc. Et il y a Movember, c'est le mois de novembre, où on se laisse pousser la moustache, nous les hommes. C'est un mois où on parle des cancers qui arrivent chez l'homme, donc la prostate, entre autres, et des testicules également. Où voilà, il faut en parler autour de vous. Il y a trop de gens encore, trop de patients qui arrivent en clinique et avec, par exemple, dans le cancer du sein, avec un sein nécrosé, ça veut dire que le cancer s'est emparé du sein et la peau n'existe plus, le cancer purule par l'extérieur. Vous imaginez un peu ce qui se passe à l'intérieur du corps. Il faut en parler. Il faut en parler, il n'y a pas de tabou, voilà, il faut en parler. Beaucoup de gens se laissent pousser la moustache. Moi j'arrive pas, ça pousse pas. Donc je vais vous parler je vais vous décrire ce que c'est qu'une cellule souche cancéreuse. Je vais vous faire un peu d'historique. Je vais vous montrer un exemple de comment on a fait pour identifier et comment on fait pour les repérer. Je vais vous parler un peu de leur résistance, du coup pourquoi elles sont importantes dans le cancer. Et puis je vais vous parler d'une propriété un peu particulière, la plasticité de ces cellules-là. Je vais commencer par la sémantique. Je parle de cellules souches cancéreuses, cancer stem cell en anglais, donc cellules souches cancéreuses tumorales, cancer tumoral stem-like, ou cellules initiatrices de cancer. Tout ça, ça veut dire la même chose. Pendant mon exposé, je risque de dire cellules souches, tout court. Quand moi je parle de cellules souches, je parle de cellules souches cancéreuses, à la différence de Roland. Et quand je parle de cellules souches normales, je précise que c'est normal. Voilà. Donc, un peu qu'est-ce l'origine du cancer, l'origine de l'idée des cellules souches cancéreuses. Donc, le premier à mentionner le cancer, c'est Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ. Il a appelé ça la carcinose. Ensuite, il y a Census qui est passé par là et qui a traduit ça en romain en cancer. Et il a dit que ça provenait d'un déséquilibre des humeurs, et en particulier un excès de bile noire. Et puis, il y a eu cette première idée de cellules souches cancéreuses. Alors, ils ne l'ont pas mentionné comme ça, mais pas loin, en 1829 et 1854, où ils ont décrit le développement tumoral provenant de cellules embryonnaires qui restaient dans l'organisme adulte, en dormance, et qui vont se réveiller pour telle ou telle raison, et qui vont être cancérisées, donc générer une tumeur, qui va contrôler l'expression du protéasome, qui va permettre de maintenir Wnt, de maintenir Notch, qui va permettre d'être cellule souche, qui va permettre d'exprimer Wnt, qui va permettre d'exprimer Musashi, etc., etc. Donc on a une boucle d'auto-satisfaction d'être cellule souche. Malheureusement, si j'inhibe Notch, en disant voilà, si j'inhibe Notch, je vais inhiber les cellules souches cancéreuses et je vais pouvoir guérir le patient. Notch, Wnt, tout ça c'est des essais cliniques qui ont déjà eu lieu. Notch, il y a un dernier essai clinique qui a eu lieu il y a 2 ans avec des inhibiteurs spécifiques de Notch en combinant avec la radiothérapie. Et c'était très très prometteur et très rapidement on a dû arrêter l'essai clinique parce que on tue les cellules souches normales aussi. Donc pour l'instant, on n'a absolument rien de spécifique qui permet de cibler spécifiquement les cellules souches cancéreuses. D'autant plus que malheureusement, elles sont plus résistantes que les autres cellules cancéreuses. Si je prends ici, donc, c'est le dose de radiothérapie, 0 à 10 degrés, et ici c'est la fraction de survie. En rouge, c'est mes cellules non souches, en vert, c'est mes cellules souches. Donc j'ai un décalage de la courbe à droite, ça veut dire que je décale pour avoir la même survie, je décale ma courbe à droite, donc je dois irradier plus pour tuer le même nombre de cellules. Et c'est quelque chose, c'est 1,5 fois, ça veut dire qu'un patient qui reçoit 40 degrés pour être traité pour un cancer du sein, il faudrait qu'il reçoive 60 degrés pour être. Donc c'est des choses qui ne sont pas possibles.
Quand j'irradie, ça vous rappelez l'expression de CD24 et CD44, la population, cluster, il va être là, ça c'est mes cellules souches. Quand j'irradie, j'augmente largement ma population de cellules souches. Elles survivent mieux. Et on voit la même chose dans la souris. Donc ça c'est ma tumeur avec mes cellules souches qui sont en cluster chez la souris. J'irradie 3 grés ou 5 fois 3 grés et j'attends un petit peu. Vous voyez la différence de marquage entre ici et ici. J'ai beaucoup plus de cellules souches après irradiation. Pareil, quand je regarde mon tissu en tant que tel, là j'ai très peu de cellules souches, j'en ai quelques-unes mais très peu, et après irradiation, j'ai cette population qui va être recrutée pour régénérer l'organe tumoral. Elles sont résistantes à la radiothérapie et manque de peau pour nous, elles sont aussi résistantes à la chimiothérapie. C'est des courbes de survie, pareil, donc ici j'ai 100% de morts, 0% de morts, en fonction du temps. Ici, c'est des différentes drogues. Cisplatine, ça peut parler à quelqu'un, doxorubicine. Donc ici, c'est les cellules qui sont normales. Elles sont très sensibles. Hein. Quand je mets les toposides, elles meurent très très rapidement. Et ici, c'est mes cellules souches cancéreuses. Il n'y a que 10% de la population qui va mourir. Ça n'a vraiment quasiment pas d'effet sur cette population-là. Certaines personnes vont dire c'est parce qu'elles ont la capacité de prendre la drogue qui est à l'intérieur d'elles et de l'exclure. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas comme les cellules souches normales. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas sensibles. Malheureusement, cette drogue-là, c'est aussi une drogue qui est fluorescente. On la voit, elle est rouge. Donc quand je mets mes cellules avec la drogue, la drogue rentre bien dans les cellules. Et quand je regarde 48 heures après, la drogue est toujours là. C'est juste que la cellule, elle n'en a absolument rien à faire. Elle vit sa vie tranquillement. Roland a parlé brièvement de niche. C'est une des choses où il y a peut-être des choses à faire. C'est la niche métastatique, la niche des cellules souches cancéreuses. Ici, c'est une coupe de tumeurs. Ici, c'est le front de la tumeur qui est très bien vascularisé. On a énormément de cellules souches. Et puis ici, c'est une zone qui est nécrotique, hypoxique, où il y a très peu d'oxygène et il y a aussi très peu de cellules souches, avec ce marqueur-là. Des choses qui sont très 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 jolies qui ont été faites. Des coupes de tumeurs, ils ont marqué les cellules souches en vert, ils ont marqué les cellules des vaisseaux sanguins en rouge, et ils ont calculé la distance entre la cellule verte et la cellule rouge. Ici, c'est les cellules non rouges, non vertes, donc plus on s'éloigne, la fréquence est toujours la même, et en rouge, c'est les cellules souches. Donc là, ici, on va dire c'est la cellule endothéliale, le vaisseau sanguin, et plus on s'éloigne, plus la fréquence de cellules souches est diminuée. Donc elles aiment être à côté des cellules, des vaisseaux sanguins, elles aiment être dans un environnement où il y a de l'oxygène, où il y a des nutriments. Ils ont refait une reconstruction 3D, ça c'est magnifique. Les cellules souches sont vraiment sur les vaisseaux sanguins. Donc pas que les vaisseaux sanguins ont une très très belle tête, mais elles sont vraiment posées dessus. Ici, ça c'est juste pour montrer le genre de choses qui sont dans nos mains très jolies et très, très, très parlants. On prend des cellules qui sont marquées de manière fluorescente, on les mixe avec des cellules endothéliales, donc c'est des cellules qui sont capables de former des vaisseaux sanguins. Et plus il y a de cellules qui sont capables de former des vaisseaux sanguins, plus la tumeur croît rapidement. Ça, c'est fait en injection au niveau du cerveau de la souris, et on laisse une petite fenêtre, et on peut faire de la microscopie dessus. Donc on fait de la microscopie et on voit la tumeur croître de manière importante. Et ici, c'est la localisation en rouge des cellules endothéliales et en vert les cellules souches. Elles sont, encore une fois, elles aiment être à côté des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que si on arrive à inhiber l'hypothèse de ces auteurs-là, c'est si on arrive à inhiber la vascularisation, ces cellules-là qui émettent dans cet environnement-là, elles vont finir par mourir parce qu'elles ne se sentent plus dans leur environnement qui permet le maintien du phénotype cellule souche. Malheureusement, encore une fois, si je prends un gliome, on a un beau gliome ici, entre guillemets, beau. On a des zones centrales, intermédiaires et périphériques. Centrale, où on a ici des zones nécrotiques ou hypoxiques. Ici, un peu plus de cellules de vaisseaux. Et en périphérie, on a un très très joli vaisseau ici. Et si je fais un marquage de cellules souches, certaines cellules souches, avec un autre marqueur, vont se trouver dans les zones hypoxiques. Et pas dans les zones où il y a de l'oxygène, là où il y a ou périvasculaire. Donc en fonction du marqueur qu'on utilise,
en fonction du type de tumeur, en fonction du traitement qu'on va utiliser. Des cellules souches peuvent très bien se retrouver au niveau des niches périvasculaires ou au niveau d'une niche hypoxique. Elles sont plastiques. Elles s'adaptent. Elles sont résistantes. Elles nous embêtent beaucoup. Et là, je vais vous parler de ce que je fais moi au laboratoire. Je travaille sur la plasticité. Et l'idée vient de cette expérience-là. J'ai très peu de cellules souches cancéreuses, et quand j'irradie, j'attends 5 fois, on va dire une petite semaine, j'ai énormément de cellules souches après irradiation. Alors oui, je tue un peu les autres. Oui, je recrute ces cellules, elles vont se remettre à proliférer pour essayer de reformer une tumeur. Mais est-ce que vraiment j'arrivais pas, j'avais le concept d'expliquer que si peu de cellules pouvaient générer autant de cellules, j'avais du mal. Et pour rappel, quand je prends des cellules positives, elles régénèrent les deux, et quand je prends des cellules négatives, elles ne forment jamais de cellules positives. Elles n'arrivent pas à former des cellules souches. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai pris des cellules non souches, donc j'ai pris celles qui étaient négatives, donc c'est celles qui ne sont pas marquées, qui ne sont pas cellules souches. Je les ai mis en boîte de culture, je les ai irradiées, j'ai attendu un petit peu et j'ai regardé sous le microscope. Quand je regarde sous le microscope, je ne fais rien, j'irradie pas, j'ai pas de cellules souches. En revanche, dès que j'irradie un petit peu, j'ai des cellules qui deviennent positives pour mon marqueur. Donc la radiothérapie avait l'air de générer des cellules qui possédaient les caractéristiques de cellules souches cancéreuses. On a fait beaucoup de manips, on les a caractérisées, on a regardé, on a vu des voies de signalisation qui étaient activées. Ce sont des cellules souches cancéreuses. La radiothérapie, comme la chimiothérapie, vont générer des cellules souches cancéreuses. Des cellules, et donc enrichir d'autant plus en cellules résistantes à la thérapie. Pour la petite histoire, à l'époque, les médecins sont venus nous voir en nous disant, donc c'était aux États-Unis, en nous disant les patients viennent nous voir avec votre papier, c'est inadmissible, vous n'avez pas le droit de publier ça, la radiothérapie fait très bien son boulot. On leur a dit oui, on est complètement d'accord avec ça. La radiothérapie tue ce qu'elle doit tuer. Les patients qui viennent avec ce papier-là, ils ne voulaient plus être traités à la radiothérapie. Et on leur a dit non, continuez à traiter. Nous, on se débrouille pour pouvoir trouver une manière encore plus efficace pour traiter les patients. Recherche fondamentale que décrivait Roland, on est là. On a de plus en plus accès à la recherche fondamentale, les gens ont accès aux données, mais il faut faire attention, il faut expliquer, il faut être pédagogue. Et donc là, on a dû expliquer aux médecins en disant, surtout aux États-Unis, c'est pas mal, on leur a dit attendez quelques années et vous allez pouvoir gagner encore plus d'argent grâce à nous. Et là, ils ont dit ouais, super. Et donc, je vous ai parlé de la radiothérapie, la chimiothérapie fait la même chose, et l'hypoxie fait la même chose. Donc, dans une cellule non souche qui se retrouve dans un environnement stressant où il n'y a plus d'oxygène, certaines en tout cas vont redevenir souches. Alors, c'est un peu difficile de mettre une souris sous hypoxie, on ne peut pas survivre très longtemps. En revanche, on peut mimer l'expression de certains gènes qu'on retrouve exprimés dans l'hypoxie. Donc, c'est ce qu'on appelle IF2-alpha, en l'occurrence ici. Donc, ici, on a injecté des cellules qui n'exprimaient pas IF2-alpha. Ici, c'est des cellules qui sont en hypoxie. Celles qui ne sont pas en hypoxie forment des tumeurs, mais toutes petites. Celles qui sont en hypoxie-like, elles forment de beaucoup plus grosses tumeurs, elles poussent beaucoup plus rapidement, elles sont plus riches en cellules souches. Donc ce qui se passe, une cellule souche dans une niche périvasculaire va se différencier, va former l'ensemble de la masse tumorale. Si j'irradie maintenant, je vais tuer tout un tas de cellules. Ici, j'ai tué plein de cellules, et je vais aussi activer certaines cellules. Alors, on ne lit pas bien ici, mais c'est SOX2 et OCT4. C'est les facteurs de transcription qui sont utilisés par les chercheurs pour générer des IPS, Induced Pluripotent Cell. C'est les fameuses IPS que Roland a mentionnées initialement. C'est des gènes qui sont exprimés dans les cellules, qui sont caractéristiques des cellules souches. Et quand j'irradie, certaines cellules vont exprimer fortement ces gènes-là, et c'est ces cellules-là qui vont redevenir souches. Nous, on les a appelés des Eye Cancer Stem Cells, en référence aux IPS. Et donc ces cellules-là vont régénérer, sécréter des facteurs, régénérer un endothélial et retrouver leur niche correcte. Pareil, quand on a une cellule qui est non souche en hypoxie, elles vont générer des cellules souches qui vont sécréter un facteur qui va attirer l'endothélial, et donc l'endothélial finalement va revenir ici et régénérer une niche périvasculaire.
Donc finalement, si je prends le modèle stochastique où toutes les cellules peuvent régénérer une tumeur, et on a dit que pendant tout un temps, on a dit ah, ça c'est du passé, maintenant ce qui est vrai, c'est le modèle hiérarchique où il y a les cellules souches qui contrôlent la croissance tumorale. Et finalement, quand on met la tumeur dans un environnement stressant, on la traite avec de la radiothérapie, on la traite avec la chimiothérapie, on empêche les vaisseaux sanguins de se former, on les met dans hypoxie, et bien finalement, certaines cellules vont être capables de régénérer des cellules souches, et donc certaines cellules finalement répondent au modèle stochastique. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, ici, quand on tue spécifiquement les cellules souches, ben, finalement on va se buter à un moment où les cellules qui sont ici vont être capables de régénérer des cellules souches, et donc finalement de régénérer une tumeur. Donc on n'est pas vraiment... on avance, on progresse dans la caractérisation de la tumeur, dans la caractérisation des cellules souches qui sont importantes. Malheureusement, il y a toujours quelque chose qui nous glisse entre les mains. C'était un président américain qui s'est fait assassiner, Kennedy, qui avait dit à l'époque, en l'an 2000, on aura guéri le cancer. Raté. Une dernière slide scientifique pour vous montrer la puissance des cellules souches cancéreuses. C'est cette slide-là. Ont été marquées en vert les cellules souches cancéreuses, elles ont formé des tumeurs, on les retrouve très bien, et puis on retrouve certaines structures qui sont vraiment, en tant que scientifiques, qui nous disent quelque chose. Ça forme des petits tubes comme ça. Et puis quand on regarde bien, il y a du sang qui passe dedans. Les cellules cancéreuses, cellules souches cancéreuses, sont capables de générer des cellules endothéliales, sont capables de générer leur propre vaisseau sanguin. Saloperie. Alors qu'est-ce qu'on fait encore, nous? Alors avec Roland, on a un très très beau projet de souris transgénique qui va permettre trois choses. De générer des tumeurs de manière spontanée. Donc les souris femelles vont générer des tumeurs mammaires, qu'on voit ici, qui sont entourées. Donc ça, c'est les glandes mammaires qui ont développé des tumeurs, dans lesquelles on va pouvoir, ça, si vous vous souvenez ce que Roland a dit, le H-chip GFP qui va pouvoir tracer les cellules souches cancéreuses. Donc on va pouvoir, en regardant les tumeurs, savoir lesquelles sont les cellules souches cancéreuses. Et puis là, on développe une très belle partie de cassette d'expression qui va nous permettre de différencier les cellules souches cancéreuses qui étaient là avant le traitement et les cellules souches cancéreuses qui ont été reprogrammées, qui ont été générées à cause du traitement. Donc ça, c'est vraiment un très très beau modèle. Un modèle qui permet de traquer les cellules souches en souris, ça n'existe pas. Il n'y a aucun laboratoire qui a vraiment développé ce système-là de manière spécifique. Un modèle qui permet de suivre de manière temporelle. Donc ici, on a les premières lésions, c'est vraiment les stades très précoces de la maladie. On va avoir les premiers carcinomes in situ, puis les carcinomes invasifs, puis les métastases. De manière temporelle, ça n'existe pas non plus, dans lequel on peut suivre les cellules souches, et encore moins dans lesquelles on peut voir ce que fait vraiment la radiothérapie. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient vraiment à cœur avec Roland. Conclusion, on avait le modèle stochastique où toutes les cellules se valaient, on a découvert les cellules souches, et puis on est passé par là et on a découvert la reprogrammation par la radiothérapie de certaines cellules non souches en cellules souches. Voilà. Et donc ça, en premier, on l'a découvert dans le cancer du sein, on l'a également démontré dans le gliome, où c'est très très efficace. La reprogrammation est très très importante dans le gliome, ce qui est sans doute pour une des causes pour laquelle le gliome est si agressif. Dans les VADS, donc c'était tout ce qui est cavité buccale et tractus respiratoire, et dans les cellules de prostate. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des cellules souches cancéreuses, qu'il faut les étudier. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a un monsieur qui le dit bien mieux que moi. Alors lui dit, donc c'est Dr House, du show Dr House, et qui dit Cancer stem cells are real and explain everything. Les cellules souches sont réelles et expliquent absolument tout. Voilà, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à la conférence, remercier mes financeurs, et j'espère bientôt l'Institut Pasteur. On sait jamais.